Bonjour et bienvenue au podcast Her Next Chapter. Je m'appelle Birgitta et je suis passionnée par l'humain et les histoires de vie. Et dans chaque épisode, je discute avec des femmes qui m'inspirent. Des femmes comme vous et moi qui abordent le changement avec curiosité, vision et détermination. Bienvenue au podcast Her Next Chapter. Ceci est le premier épisode en français. Et je suis ravie que Chantal, tu m'as rejointe pour cet épisode qui sert aux femmes pour s'inspirer mutuellement et pour se soutenir. Et donc, bienvenue et un grand hug pour ce début de conversation. J'espère que tu vas bien, Chantal. Moi, je vais très très bien et ravie de contribuer à ta magnifique initiative à laquelle moi je crois énormément. J'aime beaucoup le titre aussi, Her Next Chapter, ça me parle. Donc le fait d'être là, en fait, me met en joie. Mais moi aussi, parce que voilà, je t'ai connue dans un contexte professionnel. Nous nous sommes croisés à Bruxelles. Tu travailles comme facilitatrice, coach, prof de karaté. J'étais toujours très inspirée. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand je t'ai vue, c'était courage et une femme intrépide que tu es. Mais j'aimerais que tu te présentes à toutes celles et ceux qui te connaissent pas. Merci beaucoup, Birgitta. Et donc, mon nom, Chantal van der Vorst. Et en fait, c'est intéressant aussi mon nom de famille. La traduction van der Vorst, c'est du souverain, de la forêt. Et en fait, les deux me vont très bien déjà dans cette présentation du souverain, parce que je crois à la souveraineté de chacune d'entre nous. Et puis de la forêt, c'est cette nature, moi, que j'aime tant, les arbres en particulier. Et puis Chantal, il y a chanter dedans. C'est vrai que moi j'aime chanter la vie. Intrépide, oui, et je pense que c'est pas toujours ni au premier regard ni en m'entendant, mais c'est en approfondissant qui je suis qu'on peut se rendre compte que oui, je suis une grande intrépide. J'exerce aussi des activités professionnelles autour d'expertises que j'ai développées très loin, avec beaucoup de profondeur et puis de nombreuses années. Et l'une d'elles, comme tu disais, c'est le karaté. Donc, je suis professeure de karaté, je fais aussi des compétitions. Et puis j'adore enseigner le karaté avec ses valeurs, avec sa grande profondeur, hein. C'est une méditation mobile, en fait, le karaté, et donc ça aide à un très bon développement personnel, et relationnel. La juste distance, le fait de parfois se protéger, parfois aller plus près. En fait, j'ai envie de dire comme dans la vie. Et le deuxième grand chapitre, ce sont les neurosciences, et j'ai développé une expertise, comme le karaté, je dirais, depuis une trentaine d'années. Expertise, c'est-à-dire, en fait, c'est jamais fini, hein. On peut toujours continuer, et j'aime mélanger les deux dans mes métiers d'accompagnement. J'ai envie de rebondir sur les neurosciences, justement, parce que c'est dans ce contexte que j'ai pu suivre une formation chez toi. Et ce qui m'avait frappé, c'est tu nous avais envoyé une liste de livres à lire, ou en tout cas comme inspiration. Il y avait ce livre qui s'appelait L'intelligence du stress. Et ce titre m'a beaucoup accroché parce que je le trouvais très ambivalent, très bizarre. Comment est-ce qu'on pouvait mettre ensemble l'intelligence et le stress? Et quand j'avais suivi donc ta formation, j'ai compris mieux, mais je voulais que toi, tu nous en parles. Quelle est ton expérience par rapport à cette intelligence du stress? Merci, c'est une belle question. Et donc, le livre de Jacques Fradin, L'intelligence du stress, en fait, c'est vrai que
Le titre, je le trouve, très audacieux, très juste en fait aussi. Et donc cette intelligence du stress, c'est intéressant. Donc c'est vrai que moi je suis ingénieure agronome de formation et donc passionnée aussi par la vie, par l'être humain, par les plantes, par l'univers, en fait la vie au sens, très large, tous les animaux dont l'humain fait partie. Et dans cette idée de l'intelligence du stress, en fait, on pourrait, connecter le stress comme étant une émanation de notre instinct très profond, de notre instinct qui sait quand on est juste ou quand on fait fausse route, quand on est, très fatigué ou quand on est en pleine énergie. Donc c'est comme une grande alarme intérieure, ce stress, une alarme qui dit juste. Quand il se manifeste, pour moi, c'est un appel à la vie, c'est un appel à se mettre en mouvement, à bouger les lignes. Tu vois le côté se remettre en cohérence. Et donc c'est extrêmement intelligent et donc j'aime bien le côté intelligence du stress parce que c'est connecté en même temps notre intelligence est là globale, qui va allier aussi l'intuition, le rationnel, l'énergétique, vraiment le côté global, et au service de cet instinct qui va nous appeler à la vie. Et donc, le mot stress est un mot, je pense, typiquement humain. Je pense un peu dommage, mais bon, vu qu'il existe, c'est comme ça, parce que il ne met pas assez en avant ce qu'Henri Laborit appelait des états d'urgence de l'instinct. Donc, le chercheur français Henri Laborit parlait d'états d'urgence de l'instinct, donc notre instinct qui manifeste alerte, il y a une urgence quelque part. Je ne peux pas t'en dire plus, mais te remettre en cohérence serait une très bonne chose. Et se remettre en cohérence peut être fait par de multiples moyens. Alors moi, j'aime beaucoup la sagesse du corps, qu'on va retrouver notamment dans les arts Mhm. martiaux. Ce que j'entends, ce qui rend le stress intelligent est qu'il nous appelle à retrouver une cohérence. C'est un peu retrouver la homéostasie. Qu'on dit en systémique, retrouver cet équilibre entre le système extérieur, le système intérieur. Trouver cette homéostasie passe pour toi en premier lieu par la sagesse du corps, ou est-ce qu'il y a d'autres portes qui nous permettent de retrouver cette cohérence? Oui, je pense que pour ma part, enfin, c'est une des portes, je trouve intéressante, cette sagesse du corps. Parce que le corps a son langage et donc il va, manifester, peut-être un état, de grande énergie ou un état de grande fatigue. Il va peut-être manifester des petites tensions à gauche, à droite, des douleurs ou parfois ou au contraire une grande détente et moi j'aime beaucoup cette sagesse du corps parce que, notre corps quelque part, il ne s'encombre pas comme la pensée le fait. Donc la pensée ou le mental qui, fait, chez l'espèce humaine, hein, dans l'espèce humaine sapiens sapiens, pour moi ce mental fait énormément de bruit. Blablabla, je dois faire ceci, nanana, je vais pas y arriver, je suis fatiguée, là là. Enfin, ça peut être des trucs positifs aussi, hein, que l'on pense, mais bien souvent, si on le laisse aller en roue libre, les pensées nous mènent dans un cirque, un cirque même, oui, j'allais dire un cercle, mais un cirque plutôt vicieux. Et donc, pour moi, ces pensées ne sont pas très bonnes conseillères, prennent beaucoup de place et donc on sait qu'on a ce lien entre notre état mental et notre corps. Mais en fait, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'en retravaillant la sagesse du corps, un très bon ancrage dans le sol, se redresser, travailler la détente musculaire, eh bien, en fait, on arrive à redévelopper un état d'esprit qui est peut-être parfois plus positif, plus propice à l'action, vers ce que l'on, souhaite. Et alors dans ta question des voies d'entrée, il y a aussi tout le registre du ressenti. Je trouve très intéressant de se dire: «Tiens et là, comment est-ce que je me sens?» En fait, tout simplement, comment je me sens. Arriver à nommer l'émotion, les recherches notamment du Neuroleadership Institute montrent que arriver à nommer une émotion, c'est déjà avoir énormément, de recul
et c'est déjà une grande première étape pour se calmer. Donc on a cette voix du corps, on a cette voix du ressenti, et la pensée et le mental, mais je ne les trouve pas très aidants comme voie d'entrée. Parce qu'on sait que l'être humain est encore, extrêmement dominé par son cerveau, qu'on appelle automatique, plutôt limbique, et donc il est bon pour certaines choses, mais il peut, tourner en boucle, des pensées qui sont circulaires, qui mènent pas à grand chose, et donc je trouve qu'on a un mode plus global qui va inclure le ressenti, qui va inclure le corps, et comme tu le disais vraiment bien, qui nous permet de revenir à une homéostasie, un nouvel équilibre, quoi qu'il arrive. J'ai quand même envie, même si c'est peut-être l'endroit qui nous intéresse le moins pour retrouver l'homéostasie, qui est le cerveau et les pensées, mais ça peut être une dictature, les pensées. Pour nous, en tant qu'individus, les pensées tournent en boucle et on est comme dans une cage où parfois on entend aussi le cerveau du chimpanzé, le monkey brain, comme on dit, Ouais. qui fait ce qu'il veut. Et toi, tu parles du cerveau limbique, tu parles du mode automatique et du mode adaptatif. Et comment est-ce que toutes ces différentes dénominations des différentes parties du cerveau sont structurées? Eh bien, je pense moi que le cerveau, que c'est comme un système fait de systèmes. J'aime bien la dénomination système qui vient, entre autres, Daniel Kahneman, et lui, pour la partie qu'on appelle automatique, limbique, il va parler de système 1. Moi, j'aime bien, c'est assez neutre, quoi, c'est système 1. Ça gère, tout ce qui est plutôt simple, connu, maîtrisé, et pour moi, le système 1, en fait, là où ça peut bien bugger, c'est qu'il a une tendance à retenir le négatif. Je pense que ça doit être un réflexe, un peu archaïque de, se souvenir de danger. Donc ça, c'est OK dans la nature quelque part. Se souvenir de danger, c'est très, très important. Mais alors l'être humain, dans nos styles de vie, si on a faim, on va au magasin, on paye, enfin il y a pas de lion ni rien du tout. Et donc en fait, il y a ce système 1, pour moi, il a conservé une sorte de système un peu archaïque en voyant des dangers là où il n'y en a pas, et donc ce ne sont plus des dangers réels, mais des dangers perçus. Et dès qu'il est un petit peu en dehors de son cadre, tu vois, de référence, de ses habitudes, il peut voir la situation comme un danger. Donc ça, c'est un peu le système 1. On dit aimons-le parce qu'on en a besoin pour gérer la base et le côté simple et connu. Mais voilà, soyons conscients du bruit qu'il fait dans la tête et de ce côté parfois un petit peu limité, limitant et négatif, quoi, qu'il retient. Alors, Daniel Kahneman, il parle aussi d'un système 2. On peut à peu près l'associer au growth mindset dont le Neuroleadership Institute parle, mode adaptatif, décrit par Jacques Fradin. Je trouve que toutes ces appellations sont extrêmement intéressantes. Le côté adaptatif, ça va nous permettre de se dire: «OK, là, mon automatique, mon système ne suffit pas, il est nécessaire de s'adapter, de trouver une stratégie d'adaptation qui passera peut-être par un lâcher prise, en fait, peut-être, accepter ce qui est, ou au contraire mobiliser une action, mobiliser une recherche, une nouvelle réflexion». Donc tu vois différentes façons de s'adapter quelque part pour pouvoir être, certainement, épanoui et en même temps calme. Et donc c'est aussi le growth mindset, tu vois? L'état d'esprit de développement. Le système 2. Et ma vision, c'est qu'il y a un mode encore plus global qui est fait d'un système 1, d'un système 2 et un mode global qui va inclure l'entièreté du corps, de cette sagesse du corps, de notre ressenti, vraiment de sorte d'intimité juste avec soi-même, une intimité juste avec les autres, quelque chose de juste et de profond. Donc, un mode global qui permet Mmh. une sorte de désencombrement
avec ce corps, avec ce ressenti, avec cet instinct. Moi, je suis une grande sensible, en fait, à l'énergie aussi, la mienne, celle des autres. Et donc, je crois que dans ce mode global, c'est même au-delà de notre corps. Et dans ce mode global, il y a une sorte d'instinct, d'intuition. C'est notre interconnexion, les uns avec les autres, qui passe parfois sans la parole, qui peut faire qu'à distance, on ressent certaines choses concernant des proches, même sans qu'il y ait eu un SMS ou un appel, quelque Oui. chose pour moi de beaucoup plus subtil et infini. Et pour revenir sur ce que tu disais au début, le stress, tu vois, le stress qui vient de notre pilote intérieur instinctif, on l'a appelé reptilien aussi, cet instinct qui va nous permettre de se dire, c'est sous cette forme du stress, il est temps d'ouvrir d'autres portes. Il est temps d'ouvrir quelque chose, parce que je pense que ce stress est un indicateur fabuleux et tant qu'on n'est pas remis en équilibre, en homéostasie, en cohérence, le stress ne nous lâchera pas. Un peu, tu vois, comme dans une pièce, si tu as une alarme, mais tant qu'il y a de la fumée dans le bâtiment, hein, tu peux, faire ce que tu veux, elle va se déclencher pour te dire: «Il y a de la fumée dans le bâtiment, il y a de la fumée dans le bâtiment». Peut-être tu dois partir, peut-être tu dois éteindre le feu. Mais ce stress pour moi il est salvateur et Henri Laborit a décrit 3 types de stress: la fuite, la lutte et l'inhibition. C'est trois types communs à toute espèce animale. La fuite étant plus la peur, l'anxiété, l'angoisse, la lutte, énervement, agacement, une colère défensive et l'inhibition, c'est tu vois, découragement, abattement, tristesse, plus envie. Et donc en fait, l'humain est extrêmement bien câblé. Chantal, toi qui as donc pratiqué le karaté et la recherche en neurosciences parce que tu as cette curiosité scientifique aussi depuis tes 23 ans et que tu continues à investir de l'énergie, du temps pour comprendre, pour t'améliorer, qu'est-ce que ça t'a donné au fil de ta vie? Alors c'est vrai que c'est intéressant, de voir que et les neurosciences et le karaté, je les ai commencés tous les 2 à 23 ans. Et vraiment, loin de moi à cette époque, hein, j'en ai 56 maintenant, donc tu vois, loin de moi l'idée que ça allait se rejoindre, que c'était un. Donc ça, c'est intéressant, je crois, dans les chemins de vie, quand on regarde avec recul, de se dire: «Tiens, tout était déjà là». On dit: «Ah tiens, voilà 2 disciplines pour toi Chantal, tu peux les prendre, les approfondir, le fais-tu?» Et donc bien sûr, moi j'ai sauté sur les 2 et alors donc ce que ça m'apporte aussi dans les épreuves de la vie, c'est les neurosciences, je les vois comme une dimension, je vais dire horizontale, de compréhension de soi, de compréhension de l'humain, de compréhension de notre belle espèce humaine avec ses défis, ses obstacles. Et le karaté, donc les arts martiaux m'apportent une dimension verticale. Être debout. En karaté, moi je pratique le style Shitoryu. La meilleure synthèse, hein, que j'ai des neurosciences et du karaté, c'est au travers d'un principe de karaté qui s'appelle Shin-Gi-Tai. Et Shin, c'est le développement de l'esprit. Tai, le troisième, c'est le développement du corps. Et donc on va travailler toutes les parties musculaires, mais vraiment dans le détail, renforcer, assouplir. Shin-Gi-Tai, tu vois, entre les deux Gi, G-I, c'est la technique et c'est l'entraînement. Donc pour moi, c'est comme technique et entraînement, c'est comme quelque chose qui tourne, où on s'améliore, on se développe au service de l'esprit, au service du corps. Et donc, moi, je fais, c'est vrai, des exercices tous les jours, que ce soit les neurones, le karaté, enfin ça fait un tous les jours et je peux dire que dans les épreuves de ma vie, eh bien, ça m'a sauvée et ça continue à me sauver. Sans ça, je ne serais pas dans des états de joie. Alors il y a des jours, plus chouettes que d'autres, hein, évidemment, mais dans des états de joie, d'énergie, en fait, de foi, de voir toujours, d'aller de l'avant. Et des épreuves de vie, j'en ai eu une, notamment, j'en ai eu plusieurs, qui tournent autour de la mort.
2 qui ont été pour moi très, lourdes et où je pense ces 2 approches plus les multithérapies que j'ai fait, multiples, ça m'a sauvée. Et le premier gros événement, c'est le décès de ma mère quand j'avais 11. Bon, elle était dans des situations psychologiques, émotionnelles archi compliquées, mais 11 ans, c'est très jeune. Et puis décès d'une de mes sœurs, il y a maintenant 5 ans. Ma sœur Catherine, elle avait 53 ans et elle était en proie à des difficultés psychiques très importantes. Et donc en fait, il y a d'autres choses, mais je dirais que ces 2 décès m'ont marquée et ce que j'en ai fait avec un chemin, avec ces entraînements, avec toutes ces pratiques, c'est de savourer encore plus la vie. J'ai une autre vision de la vie, de la mort, de voir les choses plus comme une continuité, comme quelque chose où on peut encore discuter même quand le défunt, n'est plus sur cette terre évidemment. Et donc, tu vois, de développer d'autres sens et de développer, je pense, encore plus de force intérieure. Et ce qui me touche, c'est comme si toi, tu avais fait depuis toujours un peu ton cheminement avec la pratique de karaté pour que le jour où le moment difficile arrive, tu sois mieux outillé avec une autre sagesse et un autre regard. Oui, ça me parle vraiment et en fait, ce que j'ai envie aussi vraiment de partager avec, toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est que tout cela, c'est accessible. C'est pas de la magie. C'est-à-dire que ça nécessite en premier lieu une intention. Pour ma part, mon intention, elle s'est révélée par un grand travail, à peu près dans un état hypnotique où cette intention et cette mission de vie est arrivée avec tout ce cheminement, c'est être la samouraï que je suis. Alors c'est vrai que dans les années 2000, c'est assez étrange quoi de se dire: «Tiens, je suis une samouraï». À moi d'assumer d'être une samouraï des temps modernes. Et ce cheminement et cette mission, c'est venu vraiment, tu connais, hein, tout le cheminement que ça demande d'aller rechercher, d'aller reconnecter. Et donc, à partir de cette intention et cette mission maintenant qui est très claire, le reste est plus facile parce que on a tous et toutes des épreuves dans la vie et puis alors, avoir du sens là derrière, une mission et une intention, ça permet de passer cela comme le reste et même en grandissant à chaque fois. Dans le karaté, il y a énormément de pratiques et moi je crois, comme je te disais, Shingitai, le côté gi, c'est la technique, c'est l'entraînement, ça nécessite de la rigueur, cela nécessite beaucoup de discipline. De la ténacité. Je pense, l'espèce humaine est encore, comme on le voyait, extrêmement mobilisée par son système 1 ou son mode automatique, qui fait du boucan dans la tête. Tu écoutes la radio, il y a plein de trucs négatifs. Tu vois, il y a plein de choses qui ramènent à ça. Et donc, pour connecter à ce système 2, à ce mode global, à ce mode infini, c'est un travail de tous les jours, c'est vrai. Moi, je trouve ça, il faut être honnête à ce sujet. C'est un travail de tous les jours parce que l'être humain, là où il en est dans son développement et dans son évolution, en est là où il est. Et donc, tu vois, si on était direct câblé dans un mode infini, où tout de suite on voit des avantages aux situations, on relativise, déjà, ça se saurait et le monde serait différent. Donc, je pense que le monde est en fait ni bien ni mal, il est le reflet de là où on en est en termes d'évolution de notre espèce. Et pour faire autrement, ça nécessite cette rigueur et cette discipline quotidienne, par de l'ancrage, de la respiration, de la méditation, tout ce qu'on veut. Et je trouve qu'on est aussi dans une époque formidable parce que des approches, des techniques, des pratiques, il y en a énormément, énormément. Donc, si on reste avec le karaté, est-ce que c'est une discipline qu'on pourrait commencer même à notre âge, si on n'a jamais pratiqué? Bien oui, et ça c'est une bonne nouvelle. Et pour te donner des exemples, donc avec 2 amis, on a créé une école de karaté à Louvain-la-Neuve qu'on a appelée Chinois Karaté School. Chinois, c'est SHINWA, qui veut dire l'esprit en paix.
Et donc ça, c'est important dans notre philosophie. Donc l'esprit en paix, tu peux le débuter à n'importe quel âge. Donc le plus jeune élève que l'on a dans l'école, il a 6 ans. On a une nouvelle inscrite encore cette année. Elle vient de commencer et elle a 81 ans. Donc quand tu prends, tu vois le karaté dans ce qu'il est. Le karaté, ça veut dire main vide, ça veut dire un développement de la personne, un développement relationnel. Quand tu prends pour ce qu'il est vraiment, l'âge est juste un nombre en fait. L'âge n'est pas une limite, bien au contraire. Si on prend la vision du karaté qui est qu'une toute petite partie dans le côté combat, lever la jambe très haute, etc., c'est pas ça la finalité. Mais c'est l'image qui est encore fortement véhiculée. Et donc, avec moi, mes 2 collègues et amis dans l'école de karaté, c'est ce qu'on fait aussi, c'est véhiculer le karaté à notre façon. Donc, l'âge n'est pas du tout... Enfin, c'est qu'un chiffre, quoi. Je vais dire ça comme ça, c'est un chiffre et c'est tout. Oui, c'est une très belle invitation puisque nous parlons ici à des femmes plus 45. Donc, est-ce que le karaté permet justement aussi réguler certains phénomènes que nous, les femmes, pouvons ressentir dans cette période? Comment est-ce que ce retour au corps permet aussi d'être à l'aise dans cette phase de sa vie? J'ai pas d'études scientifiques, je dirais, mais je pense que la pratique sportive, ça aide à réguler énormément de choses, dont des changements hormonaux. Ça aide à réguler parce qu'on fait circuler beaucoup d'énergie, parce qu'on a une libération d'endorphines aussi qui favorise une détente, qui favorise un grand bien-être, des différents changements hormonaux, émotionnels. Là aussi, je crois qu'il y a tout un travail à faire par rapport à la façon dont on en parle, la façon pour que ce ne soit pas vu comme une fin ou un drame, même s'il y a des changements, mais plutôt comme le début d'autre chose, comme une ouverture vers autre chose. Je crois qu'il y a aussi, et ça les neurosciences aident beaucoup dans ce côté mode adaptatif, le système de growth mindset qui permet de travailler l'acceptation de ce qui est. L'acceptation d'un état émotionnel différent et même le découvrir avec un nouveau regard, avec se dire voilà, c'est une nouvelle facette de moi ou peut-être que c'est vraiment moi, voilà, je me redécouvre. Donc tu vois d'être dans un état d'accueil de ce qui est, d'être dans un état d'exploration de ce qui se passe, d'être dans un état où on va peut-être aussi réfléchir autrement. Il y a peut-être de nouveaux besoins qui ont émergé. Il y a peut-être des changements dans le sommeil, c'est pas pour ça qu'on est insomniaque. Tu vois donc d'aussi de porter un regard avec ce mode global, avec tous nos sens, sur cette transformation qui en fait est juste naturelle. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette transformation et tu as dit c'est une ouverture, un nouveau début? Dans cette phase 50 ans, ménopause, comme je disais, j'en ai 56, donc tous les caps sont passés. En fait, c'était très intéressant parce que un des impacts, moi, que j'ai eu, c'était par rapport au sommeil. Et en fait, je dormais extrêmement peu. Donc au début, je me suis dit: «Je vais me faire aider, hormones» et puis j'ai dit: «Non, non, on va juste savourer». Et c'était pendant la période du Covid. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi des formations neurosciences, qui étaient donc données en ligne, à partir des États-Unis. Donc tu vois, tu as un décalage horaire et donc moi j'avais, des modules de formation, en pleine nuit, heure belge et donc j'ai trouvé ça tout à fait fabuleux. Donc de dire j'étais pas du tout fatiguée et donc je me suis formée donc formée notamment à l'Institut, Strozzi, qui, donc tout ça en ligne, qui a développé vraiment du coaching somatique. J'ai suivi d'autres formations en ligne avec, tout ce décalage horaire. Donc ça a été un très, très beau début. Mon cap à passer, ça a été, aussi par rapport à mon entourage.
de se dire: «Ouh là là, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des insomnies, elle va pas bien» et donc en fait, mon cap, c'est que je me suis dit: «Mais pourquoi appeler ça insomnie? Moi, je vais appeler ça une transition» et j'étais pas fatiguée du tout. Et donc, j'ai fait aussi, tu vois, dans le côté neurosciences, tout un cheminement en me disant, dans notre état d'esprit, de se dire, bah, quelles sont les belles opportunités de la ménopause? J'en ai trouvé plein, quoi, plein, de se dire en quoi c'est intéressant de plus avoir ce cycle tous les mois, de ne plus pouvoir avoir d'enfants déjà parce que c'est fait. Et donc, moi, je trouve que c'est une période extraordinaire. J'ai vu que, d'un point de vue physique, si je n'étais pas vigilante, je pouvais prendre du poids rapidement et donc là, je me suis dit: Non, ça va pas aller, pas d'accord». Mais donc ça, c'était aussi une acceptation de changement de régime alimentaire et de conscience du corps et mettre des tas de choses en place et une alimentation qui, en fin de compte, me donnait encore plus d'énergie. Tu as vraiment utilisé cette connaissance du système 1, système 2 et tu es allé dans le growth mindset. J'entends aussi cette curiosité de vraiment découvrir qui suis-je maintenant, qu'est-ce qui veut se manifester. Et tu as cette hygiène de vie, cette rigueur, cette discipline, ça vient aussi avec l'esprit de karaté, mais souvent, c'est aussi difficile de développer une rigueur, une régularité. Est-ce que tu as une clé? Comment est-ce qu'on peut acquérir ça? Oui, je vais, tu vois, par rapport à cette question, de partir de ce qu'un maître de karaté m'a dit quand j'ai commencé la compétition. Je lui ai demandé: «Tiens, mais comment puis-je augmenter, améliorer la confiance en moi?» Il m'a regardé en souriant, il m'a dit: «Entraîne-toi et c'est tout». Et donc ce qu'il m'a dit sans me dire, c'est: «Arrête le bullshit mental du "comment je peux faire", mais fais, fais-le et entraîne-toi». Et donc pour cette rigueur, cette discipline, je pense que la grande clé, en tout cas quelque chose d'important, c'est de bloquer ce mental et de lui dire non. Parce que quand on se lève le matin, si on fait des exercices de respiration, de l'ancrage, vraiment le matin ou se promener, il y a 1000 façons de faire. Il se peut que le système 1, le mode automatique, soit pas d'accord et dire et va trouver, tu vois, tous les blocages et les freins. «Mais non, je suis fatigué» et cetera, parce que c'est ce qu'il fait de mieux, hein, de bloquer le changement. Passer à une conscience qui est éveillée, une conscience globale, plus grande, pour dire à cette partie cérébrale: «Non». En fait, non, je vais aller me lever et je vais aller faire une promenade pendant 20 minutes ou un jogging. Donc ça nécessite pour moi, tu sais, un travail d'une part de conscience, de pas être dans notre conscience automatique ordinaire, une conscience plus éveillée, plus élevée sur ce qui est vraiment important et ce qui nous fait du bien. Et d'autre part, comme me disait ce maître de karaté et qui me dit encore souvent, il dit: «Arrête de réfléchir et entraîne-toi». Tu vois? Donc c'est fais-le et en karaté, on dit souvent, le mauvais entraînement qu'on aura fait, c'est celui qu'on a évité de faire. Mais pour le reste, tu fais, tu y vas et t'arrêtes avec tes trucs mentaux. Et peut-être la troisième chose pour moi par rapport à ce défi, cérébral, c'est de créer un plan. De se dire: «Tous les jours, je me réveille à telle heure, je fais X exercices de respiration, X exercices de ça», par exemple pendant 20 minutes. 3 fois par jour, je vais respirer 5 fois bien profondément, mais à 3 séquences. Tu vois? Quelque chose comme une recette. Parce que sinon, dans notre cerveau, les tendances, qu'on appelle au investissement et en faire trop, le cerveau automatique est très câblé pour tout ça et il faut arriver à le comment, tu vois, le couper, lui dire: «En fait, non, je vais prendre du temps pour moi parce que c'est ça qui est le plus important» ou avec quelqu'un qu'on connaît. Merci beaucoup, Chantal, qu'on puisse terminer sur ces très bons conseils. Je voulais quand même partager que tu participes également à des championnats, que tu remportes à chaque fois des médailles dans ta catégorie
et que je suis en admiration de tes exploits sportifs. Je voulais peut-être terminer en te demandant en quoi est-ce que la compétition est importante dans le karaté et dans les arts martiaux? En fait, moi, le sens que je donne à la compétition, c'est que j'aime bien inspirer d'autres personnes et ouvrir des portes. Et j'ai toujours ça dans ma tête quand je vais en compétition. Et donc quand je vais faire le maximum pour gagner. Moi je suis pas dans le côté oui participer c'est suffisant. Je vais vraiment avec un esprit gagner, et gagner c'est est-ce que j'aurais inspiré et est-ce que j'aurais ouvert des portes. Et il y a 2 compétitions assez récentes par rapport à ça où il y avait pas assez de femmes, hein. En Belgique, je suis en plus de 35 ans alors que c'est vrai, j'en ai 56, ça fait déjà un écart, mais parfois il y a pas assez de femmes, et donc récemment, il y a 2 compétitions où j'ai été en catégorie hommes, et donc moi j'adore, inspirer, ouvrir des portes, et donc j'ai remporté dans l'une d'elles la 1re place et dans l'autre la 3e. Et j'aime beaucoup quand on dit mon nom dans la catégorie homme, la 1re ou Xème place, 3e place dans la 2e compétition est décernée à Chantal van der Vorst. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça m'amuse, et puis je me dis: «OK, j'aurais donné, voilà, ma petite goutte, ma contribution pour inspirer et ouvrir des portes». Être en catégorie homme, c'est quand même tout à fait extraordinaire. C'est une très chouette histoire. Tu es une ouvreuse de portes et voilà, j'ai hâte de découvrir toutes les portes avec lesquelles tu vas nous inspirer. Merci beaucoup, Chantal, Merci à pour toi, Brigitte. cette conversation. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à me suivre et partager. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook et hernextchapter.info.